guerre pour terminer, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, traiter en si peu de temps le sujet qui m'est imposé, antimilitarisme et mouvement ouvrier, est impossible. Des volumes entiers n'y suffiraient pas. Si j'étais une petite canaille, je m'arrêterais là, en disant que c'est impossible, mais c'est pas le cas. Alors, j'ai dû faire des choix dans le sujet qui m'est imposé. Par essence, un choix est critiquable, et par essence, un choix est respectable. J'aborderai donc 3 elliptiques questions en les concentrant sur la question de l'antimilitarisme ouvrier en France dans ses rapports avec la guerre de 1914, puisque ce colloque, comme les autres colloques de la libre pensée, s'inscrit dans la revendication de la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple. Ces questions sont: pourquoi le mouvement ouvrier est antimilitariste? Pourquoi sa direction a renié ses principes en 1914? Pourquoi certains animateurs du combat anti-guerre ont flanché? Écartons d'emblée un problème. Certaines guerres sont justes et légitimes, et le mouvement ouvrier ne peut être neutre. Par exemple, entre colonialistes et indépendantistes en Algérie, ça a été évoqué hier. Tel n'est pas le problème. Pourquoi le mouvement ouvrier est antimilitariste? Tout simplement parce qu'il est international et donc internationaliste. Personne ne peut mettre en cause ce point de départ, même si depuis, et plus d'une fois, l'inverse a eu lieu. De la célèbre formule de Marx, un peuple qui opprime un autre peuple ne peut pas être libre, et qui a marqué son soutien aux insurrections polonaises et irlandaises, en passant par les déclarations de la première puis de la deuxième internationale jusqu'en 1914, puis de la troisième internationale dans les premières années, en passant par les congrès anarchistes, par les décisions internationales syndicales, formulent toutes, d'une manière ou d'une autre, les prolétaires n'ont pas de patrie. Cet internationalisme, est à la base de l'internationalisme ouvrier. Depuis la fin du XIXe siècle, et malgré Jules Guesde se qualifiait de marxiste, mais était beaucoup plus dogmatique que marxiste, et malgré Jules Guesde, qui avait proclamé au début du XXe siècle que l'époque des grandes guerres européennes était terminée, donc depuis la fin du XIXe siècle, le mouvement ouvrier avait proclamé haut et fort ses principes. Sans remonter aux déclarations des sections de l'Internationale des deux côtés du Rhin en 1871, il faut s'arrêter au Congrès socialiste international de Bâle en novembre 1912. Nous sommes à un tournant de l'histoire. Les puissances se sont partagées le monde. Des escarmouches de plus en plus violentes se multiplient, notamment sur le continent africain et dans les Balkans, mettant aux prises les impérialismes majeurs, France, Royaume-Uni, les impérialismes en conquête, Allemagne, Italie, États-Unis, Japon, et les monarchies sur le déclin, Autriche-Hongrie, Russie, Empire ottoman. En octobre 1912 commence une guerre balkanique, risquant de devenir une guerre européenne. Le Bureau socialiste international convoque un congrès international à Bâle les 24 et 25 novembre, avec un seul point à l'ordre du jour, l'entente pour une action contre la guerre. Notons qu'il n'y a pas sur cette question de différence de fond entre la CGT, à l'époque unifiée, et les socialistes. Ainsi, le Congrès confédéral de la CGT de septembre 1912 vote une motion présentée par Meyrheim, un de ses principaux dirigeants dont nous reparlerons, qui dit la chose suivante. Le Congrès confirme les résolutions des congrès antérieurs sur l'antimilitarisme. Le Congrès invite chacune des fédérations appartenant à la CGT à instituer le sou du soldat, c'est-à-dire que le jeune conscrit non seulement continue d'appartenir à la classe ouvrière, mais continue à être organisé par elle. Certes, la question de la guerre avait déjà été évoquée, mais avec un moindre degré d'urgence, dans d'autres congrès socialistes internationaux, notamment en 1907 à Stuttgart. La question de fond est: que doivent faire les dirigeants des organisations ouvrières? Le congrès de Bâle, vous le savez, est marqué par un célèbre discours de Jaurès, mais comme il est connu, et je n'ai pas énormément de temps, je n'y reviendrai pas, le congrès aboutit surtout à un manifeste international voté à l'unanimité.
Non seulement ce texte condamne la guerre, mais il précise un certain nombre de points à propos de situations concrètes. Je cite, « Chaque section de l'Internationale oppose la résistance du prolétariat au gouvernement de son propre pays. C'est le rejet par avance de tout ralliement à la défense nationale et ce manifeste unanime fut foulé aux pieds en 1914 par les dirigeants des partis qui l'avaient voté. Le manifeste souligne également, entre guillemets, la tâche la plus importante à l'intérieur de l'action de l'Internationale incombe à la classe ouvrière d'Allemagne, de France et d'Angleterre, puisque ces États utilisent les petites nations pour régler leur but expansionniste. La résolution se termine en ces mots. Le prolétariat est conscient d'être en ce moment le porteur de l'avenir de l'humanité. L'historien Jacques Droz, qui a un immense avantage puisqu'il écrivait plus de 50 ans après les faits, dit « Rien de précis ne fut envisagé ». Certes, mais il n'avait jamais été envisagé, ni de près ni de loin, que les sections de l'Internationale, à commencer par le SPD allemand et la SFIO française, ne rallient l'Union sacrée et ne votent les crédits de guerre. Et surtout, Jacques Droz commet une erreur de perspective manifeste. Il y a des moments où on ne peut rien envisager de précis parce que ce serait essayer de faire passer la réalité future, donc inconnue, à travers le chat de l'aiguille de son propre dogmatisme. Mais comment est-on passé du congrès de Bâle à l'Union sacrée en 1914 ? En fait, le mouvement ouvrier en France était en 1912 en pleine crise ou en pleine léthargie. Pour rester dans le vocabulaire médical, il s'agit même d'artériosclérose. En apparence, les parois sont épaisses et solides, mais la plus grande putréfaction a gagné l'intérieur de l'organe. La mort de Lafargue, dirigeant socialiste en 1911, celle de Bebel, principal dirigeant socialiste allemand en 1913, ne vont rien arranger. Comment cette crise s'est-elle en quelque sorte pérennisée au sein du mouvement ouvrier? Et on va prendre les trois grands courants, je dirais, du mouvement ouvrier en France. Jamais dire le mouvement ouvrier français, toujours le mouvement ouvrier en France. Ce n'est pas une question sémantique. Depuis 1911, l'anarchisme, qui avait une influence réelle, surtout dans le monde syndical, traverse une forte crise. Elle prit, entre autres, la forme de l'illégalisme, notamment avec l'affaire de la bande à Bono, qui voit des militants anarchistes connus s'engager dans la voie du gangstérisme, et bien évidemment la répression qui suivit. Un incontestable hébétement est présent. Ainsi, Kropotkin, théoricien et haute figure de l'anarchie, justifie par avance, dès 1905, l'union sacrée à venir. Le syndicalisme traverse lui aussi une crise profonde. Clémenceau avait installé des provocateurs dans la CGT. Briand, pour sa part, préférait les manipulateurs et les corrompus. Les trois catégories étaient composées, certes, de peu d'individus, mais il est difficile de savoir laquelle est la plus dangereuse. Dans une tradition bien française, de nombreux anciens révolutionnaires ou socialistes, comme Viviani, Briand, Millerand, essayent, et souvent parviennent, à influencer ou à attirer leurs anciens camarades. Le mouvement ouvrier est la proie de machinations. Une d'entre elles va aboutir, par exemple, en 1909, à la démission de Grueffel, je prononce probablement mal son nom, de son poste de secrétaire de la CGT. Son successeur, Niel, est un incapable. Un témoin le qualifie, je cite, de bavard, pontifiant type. Très français, ça aussi. Il ne tient que quelques mois, pendant lesquels il se distingue en laissant isoler la grève des postiers, alors que l'appel à la grève générale avait été lancé, mais non mis en application. Il est remplacé par un syndicaliste révolutionnaire, qui va être bien connu, Léon Jouot, qui s'empresse, dès son élection, de proclamer, je cite, une rectification du tir du syndicat. Une autre machination voit l'exclusion du combatif dirigeant Merheim, responsable de la Fédération des métaux, qui est exclu de son syndicat de base. Il y a bien, pour citer Pierre Monat, grand dirigeant syndical, dont nous reparlerons, une crise de pensée chez les militants des syndicats. Les grèves deviennent routinières, mal préparées, mal dirigées, souvent appelées grèves générales. Ainsi, le 16 décembre 1912, la grève générale de la CGT contre la guerre, conçue comme une répétition générale du soulèvement des prolétaires en cas de conflit, est plus symbolique que réelle.
Parmi les dirigeants, personne ou presque ne s'inquiète du radicalisme de façade qui voit les braillards, le terme est de Monat, ou les révolutionnaires, le terme est de Lénine, se comporter comme des petits chefs au-dessus du mouvement. La crise de la SFIO, pour sa part, n'est pas moins significative. Les guédistes, j'ai parlé de Jules Guesde il y a quelques minutes, à force de vilipender les autres courants socialistes, perdent toute légitimité. Ils versent dans un dogmatisme qui cache mal un profond électoralisme. Un militant note en 1915, je cite, « La tendance de Guesde agonisait au vu et au su de tous dans la revue guédiste Le Socialiste, notoirement sans vie et sans talent, incapable de prendre une position indépendante sur aucune question d'importance. » L'ultra-gauchiste Gustave Hervé, dont il a été question, qui avait, je cite, planté le drapeau tricolore dans le fumier, prépare dès 1912 son ralliement et s'oppose en juillet 1914 à toute action contre la guerre. Le parti qui s'était affirmé à sa constitution en 1905 comme parti de classe devient de plus en plus un parti électoraliste dont les candidats ne parviennent, ni ne veulent d'ailleurs, se détacher du parti radical, parti dominant à l'époque. Pour le moment, mais pour le moment seulement, la figure de Jaurès, qui le représente quasiment à lui seul, est écrasante et interdit toute inquiétude. Lui disparu, ce sera autre chose. C'est dans ce contexte que la loi portant le service militaire à 3 ans est votée, illustrant et accélérant la montée du militarisme en 1913. La SFIO, officiellement pacifiste et internationaliste, mène campagne contre cette loi, c'est incontestable. Mais dans son journal L'Humanité, tous les articles relatifs à cette question sont publiés sous le titre « Pour la défense nationale ». Rares sont ceux que l'inquiétude ravage devant l'inefficacité, voire la complaisance des responsables des grandes organisations. Dans ce petit groupe, on peut mentionner le noyau de la vie ouvrière, jeune revue syndicale fondée en 1909, autour de Monat, Merheim, Rosmer et quelques autres. Ils veulent réfléchir et ils veulent aider à réfléchir. Ainsi, en 1911, Merheim explique 1911. Nous nous trouvons à la veille d'un gigantesque conflit européen. Les nations y marchent à grands pas, elles s'y préparent fiévreusement. Pierre Monat, grand dirigeant syndical, à ce moment et par la suite, dans La vie ouvrière de novembre 1913, explique « La crise du syndicalisme est une crise du sommet, une crise d'en haut, une crise qui a coupé la tête à l'arbre. » Il dit également « Si le syndicalisme révolutionnaire consiste uniquement en phrases creuses, alignées pour les meetings, s'il doit aboutir à une nouvelle forme de démagogie qui légitimera tous les reniements, s'il doit être une sorte d'impérialisme ouvrier planant au-dessus de la classe, s'il doit maintenir cette masse dans l'ignorance au lieu de la comprendre, de l'aimer et de l'élever, s'il doit flatter ses instincts tout en la méprisant, je comprendrai alors qu'en effet, le syndicalisme soit frappé d'impuissance. Il poursuit « On ne savait plus lire. On buvait le journal et l'hebdomadaire, cela suffisait à la soif intellectuelle d'alors. » Prenant certaines distances avec ses positions antérieures, André Lorulot lance en décembre 1911 la revue L'Idée libre, que nous poursuivons, qui veut contribuer à l'éducation des militants, ce qu'il a formule, lui, l'auto-éducation. En fait, ce n'est pas la guerre qui a conduit à la crise du mouvement ouvrier, notamment en France, c'est la crise du mouvement ouvrier qui a permis la guerre, ou plus exactement, la situation du mouvement ouvrier ne lui a pas permis de tenir bon pendant la crise chauvine. La guerre ne fut que le dramatique révélateur de l'impuissance des dirigeants. Au moment de la crise de Sarajevo, le 16 juillet 1914, le Congrès national du Parti socialiste adopte une résolution déclarant que, entre tous les moyens pour prévenir et empêcher la guerre, il considère comme singulièrement efficace, ouvrez les guillemets, la grève ouvrière simultanément et internationalement organisée dans les pays intéressés. Objectif tellement haut qu'il en devient irréalisable.
une grève organisée internationalement et simultanément dans tous les pays. Mais ces déclarations fortes, je dirais viriles, rassurent. Les derniers jours de juillet 1914 voient de puissantes et nombreuses manifestations, avec des heurts violents avec la police. Mais le désarroi, la passivité, qui n'est que la forme négative de la panique, gagne. Les dirigeants attendent, et attendent encore. Et la mobilisation commence dans un délire nationaliste. La station de métro Allemagne est renommée Jaurès, avant même la déclaration de guerre. Les magasins au nom germanique sont pillés. Marcel Martinet, un des rares opposants, peut s'écrier « Est-ce moi qui suis fou ou est-ce les autres ?» La bataille syndicaliste, journal syndical, rapporte les propos qu'aurait tenus au Conseil des ministres du 29 juillet le ministre de la guerre Messimy, dont on ne parle jamais assez. Je cite « Laissez-moi la guillotine, et je garantis la victoire. Que ces gens-là, les syndicalistes, ne s'imaginent pas qu'ils seront simplement enfermés en prison. Il faut qu'ils sachent que nous les enverrons aux premières lignes de feu. S'ils ne marchent pas, eh bien, ils recevront des balles par devant et par derrière. Après quoi, nous en serons débarrassés. » Dans cette situation, la question du carnet B joue un rôle particulier. Il s'agit d'une liste de plusieurs milliers de militants surveillés et qu'il faut neutraliser en temps de guerre. Des tractations secrètes ont lieu. On sait qui ont participé le trouble Aïl-Mereda, pseudo-anarchiste que l'on retrouvera pendu en 1917 dans sa prison dans des circonstances curieuses. Alain Vauchel rappellera que c'était le père du futur Jean Vigo. Et le dirigeant socialiste également, autre négociateur secret, Renaudel, Pierre Renaudel, qui, comme chacun le sait, finira sa carrière avec les néo-socialistes, notamment avec Marcel Déat. Tacitement, on se met d'accord. D'un côté, pas de frein à la mobilisation, de l'autre côté, pas d'emprisonnement des militants. En réalité, il en sera autrement. Le ralliement des dirigeants ouvriers à l'Union sacrée, c'est-à-dire au massacre international, et explicite dans un manifeste commun, ce qui en soi est un événement. SFIO, CGT, qui critiquent dès le 28 juillet, je cite, « la responsabilité historique de l'Autriche-Hongrie et qui, d'un autre côté, célèbre les dirigeants français qui veulent, ouvrez les guillemets, sincèrement la paix. » En conséquence de quoi, peu après, Jules Guesde va devenir ministre avec deux autres dirigeants socialistes. À l'enterrement de Jaurès, le principal dirigeant de la CGT, Léon Jouot, parle, je cite, « au nom de ceux qui vont partir au front et dont je suis, il ne partira pas, il reste à l'arrière et il se rallie à l'Union sacrée pour devenir commissaire du gouvernement. » Certes, et quand j'en parlais à notre ami et regretté camarade Marc Blondel, la discussion était un peu spéciale, va-t-on dire. Certes, la biographie de Jouot contient aussi le refus de la charte du travail de Pétain et Belin en 1940, qui aurait détruit la CGT dans un ensemble corporatiste, mais dans la vie, il ne faut jamais rien oublier. Des anarchistes participent de ce concert avec le célèbre manifeste des 16 qui affirme, je cite, « à moins que la population allemande renonce à servir plus longtemps d'instrument au projet de domination politique pangermaniste, il ne peut être question de paix. C'est le peuple allemand qui est responsable. » La politique pratique en même temps une répression choisie des opposants. Je n'ai pas le temps, mais il y a, contrairement à ce qu'on croit, énormément de militants qui vont être emprisonnés. Et pratique aussi une promotion sociale, non moins sélective, non moins choisie. Certains responsables cherchent à obtenir un grade, ou plus prosaïquement, à ne pas partir au front, quitte à appeler les autres à y aller. Contre les opposants ou les tièdes, une arme est efficace, l'envoi au front. L'ambiance contre les internationalistes est oppressante. Pour ne prendre qu'un exemple, le dirigeant syndicaliste Merheim, un opposant, doit s'accompagner de 2 énormes chiens, un témoin dira des molosses, pour sa propre protection quand il se rend aux réunions de la CGT, où il se fait régulièrement traiter de boche et insulté par ses camarades. Ce ralliement n'est pas abstrait. Dans les archives, on a trouvé des lettres
de dirigeants du Parti socialiste ou de la CGT qui dénoncent leurs propres camarades pour avoir, etc., etc. Un responsable anarchiste propose, on peut trouver la citation exacte dans l'histoire du mouvement anarchiste de Jean Métron, de, je cite, « coller au mur Lorulot et un certain nombre d'autres opposants à la guerre ». Victor Serge, le révolutionnaire, dans une page terrible, rapporte les propos d'un ami qui essaye de le corrompre. Je cite, « Je tutoie des ministres. Jules Guesde et Marcel Samba, ministre socialiste, sont ministres. Un socialiste défend l'assassin de Jaurès, maître Zévaès, tu le connais, etc., etc. Un des plus violents braillards avant-guerre contre Mereim et Monat demande à Jouot d'intervenir pour qu'il puisse devenir sergent. » Pourquoi tout cela? C'est leur psychologie qu'il faut appréhender. La corruption directe, sauf cas très précis et relativement rares, joue très peu. Ils étaient, quelque chose dans le mouvement ouvrier, quelque chose au-dessus du mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier se fondant dans la nation, ils doivent être quelque chose dans la nation. Jouot était heureux d'avoir voyagé dans le train des ministres, d'avoir été commissaire de la nation. Certains sont ministres, et ils sont les chefs du mouvement ouvrier. Prenons un exemple, non pas en France, mais en Italie. Mussolini était révolutionnaire en 1911. C'est même lui qui obtient l'exclusion des pro-impérialistes pendant la guerre de l'Italie pour l'occupation de la Libye. Il est neutraliste au début de la guerre, il change d'opinion en octobre 1914 et il est exclu du Parti socialiste. L'aspect corrompu ou aventurier, ou les deux, tient peu, nous dit l'historien Pierre Milza, et je suis prêt à le suivre sur ce point. C'est sa culture politique, faite de briques et de brocs, une pincée de Marx, un peu de Georges Sorel, un peu de Nietzsche, beaucoup de psychologie individualiste et tribunicienne, et son propre caractère. Milza écrit « Il n'a pu supporter de devenir un spectateur passif, prisonnier de la ligne adoptée par le parti. Il cultive une haine tenace à l'écart de ceux qui l'ont banni et brûle de jouer à nouveau un rôle à sa mesure. » La comparaison avec Doriot sur ce point précis, et peut-être sur ce point précis seulement, est opérante. Dans la bibliothèque de l'IRELP, tiens, vous avez des bulletins d'adhésion et des bulletins d'abonnement à la table au fond. L'adhésion est à 20 €, l'abonnement à 25 €. C'était la minute publicitaire. Dans la bibliothèque de l'IRELP, donc, j'ai découvert un ouvrage de Marcel Samba, dirigeant socialiste, ministre, hélas libre penseur, de 1925. Après-guerre, il explique l'échec qu'il juge inéluctable de la révolution russe en des termes racistes. Quitte à prendre un peu de temps, je vais vous citer la phrase, je n'en croyais pas mes yeux. Samba écrit « Nous citions plus haut les vagabonds de Gorky. Sont-ils très différents des buveurs de soleil d'Alcantara que j'ai vus allongés par terre sans consentir au moindre mouvement, si bien qu'il fallait leur mettre sous la main les quelques dattes qui faisaient toute leur nourriture. C'est pourquoi nous disions que le problème du travail est pour Lénine et les soviets particulièrement difficile. C'est toujours la faute des peuples. » Marcel Samba écrit, je cite, « Je ne crois pas m'aventurer en affirmant qu'après la guerre, laissé à lui-même, le Parti socialiste français eût repris la tradition de Jaurès. Mais s'il faut reprendre la tradition de Jaurès, c'est qu'on l'a perdue, c'est qu'on l'a trahi. » Les opposants se réunissent, mais régulièrement, chaque fois qu'un opposant va un peu trop loin, la réponse du gouvernement est très simple. Il est convoqué devant une commission médicale où les toubibs spécialisés décident de l'envoyer au front. C'est le cas de Monat. Millon, responsable de l'UD du Rhône, est envoyé, comment dirais-je, au Maroc, etc., etc. Monat propose une résolution, ça sera quasiment mon avant-dernier mot, qui est rejetée, bien évidemment. La CGT déclare « Cette guerre n'est pas notre guerre ». Elle dénonce l'union sacrée qui, dans tous les pays, a été le plus sûr moyen de ligoter la partie la plus saine et la plus consciente du prolétariat et réclame le rétablissement des libertés syndicales, de la liberté de presse, de réunion, etc. Mots qui sonnent étrangement aujourd'hui. Mais il y a la conférence
de Zimmerwald, il y a la conférence de Kienwald, avec des délégués français dans les deux cas. Les fils organisés de l'internationalisme ouvrier, donc de l'antimilitarisme, sont renoués. Dernière question, que nous aborderons trop rapidement. Pourquoi un certain nombre d'opposants à la guerre, et non des moindres, ont flanchi au moment décisif? Au congrès de 1920, Monat dit « Ils ont renâclé devant l'obstacle comme aurait fait un cheval ». Ces opposants réels, courageux, incontestables à la guerre n'en sont pas pour autant devenus de révolutionnaires. Le grand Mereim lui-même a refusé de dire le dernier mot qui aurait sanctionné la rupture définitive avec la direction de la CGT. Le ministre Thomas, socialiste, avait trouvé en lui la faille et lui confia quelques rapports sur la situation dans les usines de guerre qu'il accepta, croyant bien faire et aider la classe ouvrière. Pour paraphraser Hegel, tout processus inachevé se transforme en son contraire. Et il fait machine arrière, comme Dumoulin, comme Louise Somono, tiraillés entre la fidélité à leur classe et la fidélité à l'organisation dont la direction avait failli. Pour conclure, en m'excusant pour la brièveté de mon propos, je dirais ceci. Le mouvement ouvrier n'est pas indestructible. Les partis, les syndicats, les organisations sont des créations humaines et donc mortelles. Si le prolétariat est là et qu'il est indestructible, et il est là, il ne peut rien en lui-même, il ne peut agir qu'organisé, voilà pourquoi les syndicats, les partis sont indispensables. Mais le pire ennemi du mouvement ouvrier n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est la routine, c'est la rouille de la pensée. Répéter ad libitum les mêmes choses, sans voir que le temps a changé, que les choses ont changé, que les hommes et les femmes ont changé, c'est s'exposer au plus grave des convenus. Mais seulement de 1914 dont il est question. Je vous remercie.